Callao, 30 000 habitants, est une station d'altitude à 1300 mètres où il fait bon et frais. De riches Birmans y coulent leur retraite et fut à l'époque le quartier d'été pour les Britanniques. Bourgade tranquille au fond d'une cuvette entourée de collines verdoyantes, elle est le départ de belles randonnées. Après quelques heures de marche, nous arrivons dans les villages Palo, où les familles vivent en communauté, dans des habitations, certes rudimentaires, pouvant recevoir pour certaines jusqu'à 15 personnes. L'intérieur est vaste, aucune impression de cloisonnement. Il est vrai, en l'absence des occupants, on ne se rend pas bien compte de la cohabitation. Absence justifiée par les activités d'un village qui déroule un quotidien dans un panorama unique. Par-ci, par-là, on tamise, on trie les grains. Par-ci, par-là, on sèche le thé, principale denrée commerciale très réputée. Et les enfants, à l'école assurément, obligatoire mais pas toujours fréquenté. Enseignement dispensé ici au monastère, et notre arrivée donne droit à une leçon de chant, façon sonner les matines, ding dang dong. Chanson que nous reprenons avec les écoliers. Séquence coupée de peur de curiosité. Et comme distraction, certains jeux peuvent rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. Le retour nous explique le peu de monde rencontré dans les villages. La plupart des habitants sont affairés à la construction d'une piste pour rallier Callao avec les moyens du bord. Pioches, pelles et comme force de transport, des attelages d'une période révolue. Depuis 1962, le pays est dirigé par les militaires, qui sont absents socialement. Les énormes richesses des minerais, gaz, pétrole, pierres précieuses, bois de teck et autres petites fleurs mauves, ne profitant en rien aux habitants, qui se sont donc organisés à leur manière, et le système des donations s'est ancré dans la culture birmane. On donne partout, dans les pagodes, dans les monastères, au bord de la route, où se font des collectes, pour faire vivre et restaurer les bâtiments religieux, permettre aux moines d'être présents, d'entretenir certaines routes. Et en plus, on acquiert des mérites. Et justement, celle de Pindaya mériterait une remise en état, comme la plupart des routes du pays. Défoncée et trop étroite pour que deux véhicules se croisent, d'où les passages sur les bas-côtés. 50 km, 3 heures, mais 3 heures de plaisir. Au plateau riche et fertile, donnant pommes de terre, maïs, blé, potiron, choux, la région est habitée par le peuple Danu, une minorité descendant de guerriers archers, valeureux au combat. Un nombre d'environ 100 000, ils sont aujourd'hui agriculteurs et ont troqué leurs arcs et flèches contre des ustensiles plus agraires.
Le travail se déroule sous un soleil cuisant et pour s'en protéger, les femmes s'enduisent le visage de Tanaka, une crème élaborée à partir du bois de santal. Nous apprécions ces instants insolites, mais sommes obligés de nous arrêter pour laisser passer un convoi de choux. La petite ville de Pindaya, agréablement située au bord d'un lac et entourée d'arbres centenaires, doit son nom à une légende qui veut qu'un prince délivre 7 sœurs empêchées par une toile d'araignée de sortir d'une grotte, s'exclamant « Penguya, j'ai tué l'araignée ». Et c'est dans une des nombreuses grottes de la région que se trouve celle aux 9000 Bouddhas, lieu de pèlerinage important, une ambiance mystérieuse et suintante. L'accès par un escalier couvert flanqué d'échoppes donne sur une salle où se trouve un stupa construit en 1160 par le roi Alangsitu. Stupa enrichi en permanence par les pèlerins qui apposent de petites feuilles d'or. Puis on s'enfonce dans une succession de cavernes et de labyrinthes. Toutes les infractuosités sont utilisées pour exposer les statues, dont les plus anciennes datent du XVIIe. En teck, albâtre, marbre, bronze, leur nombre diffère selon les sources. Car beaucoup ont été volés, mais il est toujours possible d'en rajouter. Pour 300 $ la petite, et d'y faire graver son nom. Concernant les attitudes de Bouddha, sur les 40 positions des mains appelées mudras, la plus fréquemment rencontrée est celle du geste de la prise de la terre à témoin. Assis en position de lotus, la main droite touche le sol, la gauche repose sur les jambes, paume vers le ciel. Ce geste représente l'éveil de Bouddha. Mais on peut y voir aussi Bouddha debout, en attitude de la réflexion ou en attitude d'apaisement. On se fraye difficilement un chemin parmi cette population figée. Bouddha de toutes couleurs, Bouddha de toute taille, du plus grand au plus petit. Et lorsque l'on pense être arrivé au fond, une nouvelle salle se découvre dans un décor préhistorique, ne s'attendant certainement pas à tant de notoriété. Relativement proche au sud de Kalo, c'est en véhicule que nous rejoignons le lac Inle. Autre notoriété indiscutable. Sa région compte environ 100 000 habitants, pour la plupart à Nyan Shui. Il mesure une vingtaine de kilomètres et une dizaine de large. Des limites très floues, car d'importantes zones de marécage séparent la surface de l'eau de la terre ferme. Toute arrivée nécessite pour sa visite l'embarquement sur des pirogues motorisées. Signifiant lac des 4 villages, il en renferme en réalité une quarantaine, habités par les Inta, fils du lac. On pense que la plupart sont venus au XIIe ou XIVe, fuyant les guerres avec la Thaïlande, ne pouvant s'installer sur les terres occupées par les Shan, sur la brillante idée, compte tenu du peu de profondeur, maximum 4-5 mètres, d'installer leur maison faite de bambous tressés sur pilotis au milieu de l'eau. Ils devinrent tisserands, forgerons, agriculteurs, pêcheurs.
une pêche originale que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Pour se déplacer, ils se tiennent debout sur une jambe, l'autre en serrant la rame. Ceci leur permet, dans les canaux, de voir au-dessus des plantes des marécages. Pour la pêche, ils utilisent des nasses faites d'un filet coulissant le long d'une armature en bois de forme conique. La nasse est enfoncée lentement à l'endroit où sont repérés les poissons. Il suffit de piquer dans la nasse à l'aide d'un trident pour les attraper ou les faire venir se prendre dans le filet. Il n'y a plus qu'à remonter l'ingénieux système et bon appétit, la spécialité locale, la carpe façon inlay. En tant qu'agriculteur, il pratique également une culture originale, dans des jardins flottants. Ces jardins sont formés de végétaux, extraits des parties les plus profondes du lac. Amassés sur 1 mètre environ, ils sont découpés en bords étroits, mais longs, et sont tirés jusqu'à l'endroit désiré, puis arrimés à des pieux. Recouverts de terre et de boue, ensemencés, ils sont très fertiles grâce aux nutriments de l'eau et produisent d'excellents primeurs qui approvisionnent plusieurs mois durant la quasi-totalité du pays Chad. Potiron, concombre, salade, mais la plus grosse production demeure la tomate. Nous avons 3 jours pour visiter les sites du programme, nous permettant de traverser les villages lacustres et d'apprécier leur organisation. Surnommé la Venise de l'Orient, le lac Inlay a su s'adapter, chaque famille ayant sa maison, son jardin, sa pirogue. Les gondoliers ne transportent pas de touristes, le pont des Soupirs fait place au pont des Sourires. Cependant, les habitants nous croisent indifférents, trop habitués au va-et-vient incessant des touristes et des moteurs pétaradants. Inlay est un des coins de Birmanie le plus visité. Il est un monastère à visiter, cité souvent dans les guides de voyage, appelé des chats sauteurs. En fait, remarquable non pour ces chats qui fatigués ne sautent pas, mais pour l'édifice en teck supporté par 654 poteaux depuis plus de 150 ans. Preuve que le teck supporte bien l'eau,
que les chats ne se dressent pas. Invariablement, notre séjour nautique va continuer à nous immerger dans le monde birman, monastères, stupas, pagodes, et cette première visite fait place à celle de Phondawro, la plus vénérée du pays Shan. Située à côté du hangar abritant la barge royale, elle date du XIIe, mais agrandie maintes fois pour devenir assez clinquante. Elle est le monument le plus fréquenté des 150 édifices du lac pour ses 5 statues de Bouddha, déformées par les feuilles d'or posées par les pèlerins, leur donnant un air de grosses boules ou champignons. Ces petits Bouddhas sont promenés sur le lac au moment de la grande fête nautique du mois d'octobre dans la barge à tête mythique de l'oiseau Karavec. On accède par une rivière aux eaux brunes, bordée de végétation, au célèbre village d'Indain, célèbre pour son interminable passage couvert de 600 mètres, conduisant à la pagode Shwe Intain. Tout autour de celle-ci, dans la nature, on peut admirer un millier de stupas du XVIIe noyés dans la végétation. Certains tout croulants, d'autres fièrement debout. Et se promener parmi ces vestiges a quelque chose d'émouvant, car derrière chacun se cache certainement une histoire que l'on ne soupçonne pas. La fin de la journée nous fait prendre d'autres chemins et apprécier d'autres villages et d'autres rameurs. Il nous faut rentrer avant la nuit, et tel un phare, un magnifique coucher de soleil éclaire notre horizon. La forte capacité d'adaptation des Inta leur a permis également d'être d'excellents forgerons. Nous les découvrons lors d'une nouvelle journée nous menant au sud, au lac Sankar. Le travail est archaïque mais efficace. Made in Birmanie. Ils fabriquent avec du fer récupéré sur des carcasses d'automobiles, des couteaux, des marteaux, des pinces, des hachoirs, ciseaux et autres pièces si nécessaire pour réparer les hélices des pirogues qui peinent parfois dans l'intensité de la végétation. Et ces pannes, c'est paradoxalement la plus belle des plantes aquatiques qui en est souvent la cause, la jassane d'eau dont les racines bloquent les hélices. Compte tenu de la distance, nous avançons à vive allure avec notre guide PAO obligatoire pour arriver via un long chenal à Sankar, ancienne cité Shan princière du XVIe. Elle n'est plus qu'un village isolé de PAO avec des stupas en piteux état. Village abritant un petit monastère où la visite coïncide avec le déjeuner. La vie des moines en effet est très réglée. Lever 5 heures, petit déjeuner, travail jusqu'à 10h15, puis repas avant midi, heure après laquelle ils n'ont pas le droit de manger.
La visite étant réglementée par les PAO, l'endroit est beaucoup moins fréquenté, ce qui rend la promenade très agréable. Et le chenal pas trop large permet de passer rapidement sur l'autre rive pour découvrir le complexe de Tarco. Il s'agit d'un bel ensemble de 236 stupas, certains datant du XVIIe. Beaucoup en cours de rénovation, mais rien à voir avec les moyens de l'UNESCO. 2 heures de navigation pour retrouver le lac Inle, et malgré l'horaire, nous nous arrêtons un court instant au monastère antique de Kiang Khont, aux proportions imposantes sur 2 étages, démontrant bien la ferveur des habitants du lac. Insatiables, nous en redemandons, jamais lassés. Ce qui nous a frappé depuis le début du voyage, c'est la gentillesse des Birmans, leur curiosité, leur patience, leur nonchalance, prendre son temps et vivre avec son temps, une certaine forme de fatalité. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et un des traits les plus importants, c'est leur hospitalité, un véritable art de vivre, vérifié lors de la rencontre d'une famille sur le lac. Une cabane sur pilotis, un toit en feuilles de palmier joliment charpenté, des murs en paille tressée, un intérieur coquet. Tout le monde est affairé, l'épouse cuisine, pendant que les filles roulent les cherottes, ces cigares qui sont le vice le plus répandu avec la chic. Les jeunes garçons nous regardent curieux, les garçons n'ayant pas encore célébré leur noviciat. Étape importante de la vie, le passage reconnu d'homme, dignement fêté. Le retour à l'hôtel nous offre spontanément, dans le jeu des couleurs, le travail d'équilibriste et d'efficacité de leur manière de pêcher au filet. Avant le départ du lac Inle, nous piroguons vers le petit village de Nampan, où a lieu, animé par les minorités locales, un marché très photogénique. Ils sont tournants et suivent des cycles. Ainsi, le même jour se déroule-t-il dans certains villages. Aujourd'hui, entre autres Nampan, notre choix, car un des plus importants, un des plus vivants. Pao, Taongo, venant de la capitale de l'état Shan, Taongi, tout le monde débarque pour écouler sa marchandise. Et l'on trouve toutes les spécialités locales, poterie, textile, antiquités, chérottes, quincaillerie, médicaments. Et selon la saison, même des fourmis grillées. Heureusement ou malheureusement, ce n'est pas la saison. Par contre, les larves d'abeilles grillées sont croustillantes, parole de connaisseur. Le marché tient toutes ses promesses. Beaucoup de va-et-vient et surtout pas trop de touristes, ce qui nous permet de profiter au maximum. De toutes les minorités présentes, celle qui est la plus représentative est celle des Pao, facile à reconnaître au tissu orangé enroulé autour de la tête. Demain, nous allons quitter le plateau Shan et ses minorités ethniques, saluant les fils du lac, et nous plonger dans un contexte historico-religieux représenté par d'anciennes capitales.